beaucoup de temps pour les questions. Donc les questions, s'il vous plaît, courtes. Alors je ne sais pas où il y a un micro par contre. It was okay. Started at 33. Okay. Essayez de parler fort. C'est juste que vous ne serez pas traduit. C'est juste le problème par rapport aux interprètes. Vous pouvez commencer et puis on reprend. Il arrive, je crois. Il n'est pas là, monsieur. Pardon. Je me permets de commencer. Donc, bonjour, alors moi je suis Liliane Durand-Garnier, je suis chercheur en didactique mathématique. Et ma question s'adresse plus particulièrement à Amélie Lecomte, qui avait parlé de politique plurilingue avec la dimension éducative qui est essentielle. Vous n'êtes pas la seule, on a entendu dans plusieurs des communications cette importance de la dimension éducative. Et ma question c'est comment vous prenez en compte, quand vous réfléchissez à ces politiques éducatives, les travaux de recherche en didactique, alors didactique des langues, didactique des mathématiques, didactique des sciences, didactique de l'économie, qui, elles, sont particulièrement concernées dans les contextes plurilingues par cette question d'un plurilinguisme qui s'invite de fait dans la classe. C'est le cas pour les mathématiques, on met les élèves sur une résolution de problèmes, on les fait travailler en groupe, on les enregistre, on les écoute, on analyse et on voit l'interférence entre la langue d'éducation, la langue de scolarisation et puis les langues vernaculaires parlées par les élèves. Et donc on réfléchit à comment est-ce qu'on peut concrètement s'appuyer sur ce plurilinguisme de fait pour favoriser les apprentissages, pour transformer ce qui pourrait sembler être un obstacle en une opportunité et s'appuyer sur cette richesse. Donc il me semble que, à ma connaissance, ces résultats de travaux sont peu pris en compte dans la réflexion politique sur le plurilinguisme en éducation. Et c'est bien pour ça que je me suis permise de rappeler justement quelques notions et notamment les 4 dimensions de la planification. Parce que pour préciser, moi j'ai d'autres casquettes, je suis directrice du département de FLE de Aix-Marseille. Donc forcément la didactique, on travaille dessus et moi on a aussi monté un centre de formation à AMU, Aix-Marseille Université, où justement on intervient avec les professeurs de DNL, des disciplines non linguistiques, mathématiques, etc. Et aussi en primaire. Donc ces questions-là sont fondamentales. De notre point de vue, quand je dis notre, c'est du point de vue de la politique et de la planification linguistique scolaire. Pourquoi c'est important justement de reprendre ces 4 dimensions, corpus, statut et planification de l'acquisition linguistique et la question du prestige. Mais en fait, ça permet de penser les dimensions qui sont interdépendantes dans la mise en œuvre, dans la réflexion, mais aussi dans la mise en œuvre après des politiques linguistiques. Votre question, elle relève typiquement de la planification de l'acquisition linguistique, curriculum, méthodologie, pédagogie, et puis tout ce qui relève des ouvrages, de la conception des matériels, et bien sûr tout ce qui relève de la formation des enseignants. Donc forcément, tout ça c'est réfléchi avec des didacticiens. Et c'est pour ça que le travail interdisciplinaire est fondamental quand on s'intéresse aux politiques linguistiques et à la planification, avec des didacticiens pour réfléchir justement. Alors dans le cas que vous donnez, c'est prendre comme ressources les langues premières des élèves, etc., pour les enseignants de disciplines non linguistiques, mais pas seulement, pour les enseignants de langue tout autant. Donc voilà, l'idée c'est de travailler aussi en interdisciplinarité avec des gens qui sont des didacticiens, qui parfois ont la double casquette, avec une approche sociolinguistique des problématiques de plurilinguisme et de multilinguisme scolaire. Donc bien sûr, ce sont des questions fondamentales, mais c'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui. J'ai fait le choix de ne pas rentrer dans d'autres considérations, sinon l'importance d'une approche politologique, comme j'expliquais, mais aussi une approche interdisciplinaire, et c'est le problème de la compartimentation. On a un vrai problème avec ça, et un problème qui va probablement trouver des voies de résolution dans l'avenir, mais pas pour l'instant, c'est un peu compliqué. Oui, bonjour, merci à tous les 5 pour vos brillantes communications. Moi, je m'appelle Elhaj Kamara, je travaille un peu sur les
enjeux de l'universalisme par rapport à la diversité. C'est surtout, je pense, l'intervention de Camille Mercier, c'est ça? Donc, ce qui m'a interpellé, le fait de se sentir, par exemple, anglaise en France ou française en Angleterre, en tout cas sur le plan identitaire, je pense que ça c'est très perturbant. Et ce que cela montre, il montre les limites de l'universalisme, ou du moins, en même temps qu'elle expose ses enjeux profonds. C'est-à-dire, quels sont les enjeux profonds de l'universalisme culturel? Moi, je pense que les enjeux profonds de l'universalisme, c'est plutôt de l'universalisme culturel, c'est l'uniformisation culturelle. L'universalisme renvoie à l'uniformisme culturel. Or, comme le dit le professeur Rossignol, c'est ça, nos pensées s'expriment le mieux dans nos langues. Ma remarque est la suivante. Moi, je vois là dans l'universalisme, sans être complotiste, bien sûr, une volonté de domination silencieuse, pour reprendre les thèmes de Patrick Chamazo, et en tout cas un impérialisme insidieux de ceux qui s'accrochent à leur acquis et ils ne veulent pas un changement dans l'ordre mondial. Voilà. C'est juste une remarque, pas une question. Merci. Oui, c'est bon. Oui, allez-y. Vous voulez répondre? C'est bon? Je peux y aller? Oui, bonjour, Babacar Faye. Alors, ma question s'adresse à Jean-Marie et spécifiquement à Amélie. Vous avez posé une question qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi ça coince. Et j'ai envie de vous retourner la question. En fait, j'ai envie de vous pousser là-dedans. Pourquoi ça coince? Moi, je dirais que parfois, ce n'est pas la politique linguistique, mais la politique tout court, parce que parfois, on a le plan sans l'arrière-plan. Et je voudrais poser une question, en fait, par rapport à l'arrière-plan, ce qui se passe, en fait, parce que parfois, le problème, c'est pas le travail scientifique, n'est-ce pas? Dans les cas qui nous concernent, par exemple, le travail scientifique est fait, et pourtant, ça coince derrière, n'est-ce pas, par rapport à l'application. J'en viens à la question, par rapport aux politiques linguistiques que vous évaluez, est-ce que vous avez clairement identifié des idéologies politiques qui sont derrière-plan et qui feraient que ça coince? Est-ce que vous avez clairement identifié des idéologies politiques qui sont derrière et qui feraient que ça coince en fait par rapport à l'application des politiques linguistiques? On va essayer de répondre très rapidement, mais première chose, la dimension politologique de l'analyse ou de la recherche en politique linguistique, c'est ce que j'ai essayé de souligner, justement, c'est fondamental. Mais pour penser politologie, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de politologie. Et c'est ce que j'ai essayé de dire quand je soulignais le fait que dans une perspective sociolinguistique, on n'est pas à la base, en tout cas, armé pour comprendre les mécanismes qui sont politologiques, qui relèvent de la philosophie ou de la théorie politique. Et ici, c'est tout à fait intéressant. Je rebondis sur la deuxième question. C'est que tu dis que les chercheurs font leur boulot, mais moi, je pense pas, en fait. Parce que je pense que c'est pas possible de faire... C'est mon expérience personnelle. Hein. Moi, j'ai bossé pendant 15 ans dans le réseau de coopération à l'étranger, et c'est pour ça que j'ai fait de la recherche après. Quand j'ai voulu faire de la recherche, il n'y avait pas d'outils. Il n'y avait pas, en fait, on n'avait pas de méthodologie, de cadrage théorique solide dans le domaine qui m'intéressait, qui était de comprendre la politique plurilingue et interculturelle du Mexique, donc la politique qui s'intéresse à l'éducation indigène spécifiquement. Pourquoi ça coince? Tu as raison, c'est les acteurs, c'est tout un tas de phénomènes qui sont d'une complexité, bien sûr, qu'on on va pas élucider ici, mais une des premières résolutions, en tout cas du problème que je m'étais posé et qui est au niveau méthodologique, c'est comment on approche une politique linguistique, comment on approche, en fait, quels sont les outils méthodologiques pour analyser une politique linguistique et donc essayer de comprendre où ça coince. Et moi, je suis passé par l'approche ethnographique, l'analyse de discours, avec la circonscription des acteurs qui étaient impliqués dans la mise en œuvre d'une politique sur un territoire délimité, puisque ça se passe que localement, c'est très difficile de penser de manière très, très générale. Et on voit bien que, par exemple, au Mexique, il y a des endroits où la politique linguistique, de scolarisation biplurilingue et interculturelle va fonctionner
beaucoup mieux que dans d'autres endroits. Et là, je pense par exemple au Chiapas, où il y a effectivement des initiatives qui ont beaucoup mieux fonctionné que le terrain que moi j'ai étudié, qui était à l'est du Mexique, qui était chez les Purépecha. Et voilà, donc comment on explique ça? Il y a plein de raisons. Moi, je me suis penché, j'ai essayé de les synthétiser, notamment avec les 8 conditions de réalisation de l'action collective inspirées de Hannah Arendt, qui elle-même s'est inspirée de nombreux philosophes depuis les philosophes antiques, et notamment la question de la participation et de la liberté. C'est pour ça que j'ai insisté sur les 2 dimensions qui sont la participation des locuteurs, des langues concernées, et puis la question de l'agentivité, donc la possibilité d'agir. Et quand on travaille en ethnographie et qu'on interviewe les gens, l'idée c'est justement quelles sont vos représentations de vos propres possibilités d'agir. C'est pas vraiment quelles sont vos possibilités d'agir, et quelles sont vos représentations de vos propres possibilités d'agir. Et je terminerai sur le fait qu'effectivement, on travaille énormément sur tout ce qui relève des représentations, des idéologies et des imaginaires. On va terminer avec M. Coulardeau. Il est 11h, donc dernière intervention. Voilà, vous avez posé la question politique et géopolitique. Je suis un juriste de formation et de droit public, et je m'intéresse aussi à la géopolitique. Donc, effectivement, il y a un certain impérialisme dans le monde entre plusieurs volontés linguistiques. Vous avez été confronté à l'impérialisme français, au colonialisme français. Mais vous voyez, j'ai évoqué, moi, l'impérialisme des GAFAM. Hein, et donc l'impérialisme du libéralisme économique, de l'hyperlibéralisme économique qui nous impose une mondialisation, et nous sommes face à un conflit actuellement entre un mono-impérialisme qui est celui des langues anglo-saxonnes et principalement des États-Unis, qui est confronté à la volonté d'un monde multipolaire où l'on voit émerger la puissance chinoise, où l'on voit la concurrence, et notamment, vous le voyez dans les pays du Sahel, avec la Russie, qui se venge de ce que nous sommes en train de lui faire en Europe, par exemple. Donc, et moi j'ai évoqué, pour ce qui était de l'Europe, cette proposition d'un trilinguisme souple qui privilégie la langue du locuteur, ensuite traduit dans 2 autres langues pour faciliter la diffusion. J'ai donné un exemple qui s'applique à l'Europe. Pour vous, en Afrique, vous avez parlé hier de la question des langues, principalement au Sénégal. Donc, comment plusieurs langues sont dominantes, il y en a 1 ou 2 qui émergent, etc. Donc, comment va se régler le conflit éventuel entre les langues au Sénégal qui ont prétention à être majoritaires et celles qui le sont moins? Mais si vous prenez les ensembles politico-économique de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique centrale, par exemple. Et si vous voulez remplacer les langues d'importation, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit le portugais, par exemple, aussi, par une langue africaine, se posera à vous le même problème. Quelle sera, par exemple, pour l'Afrique occidentale, la langue africaine qui sera choisie comme langue de communication sans tuer les autres langues, c'est-à-dire sans avaler sous un certain angle simplement de communication ce qui sera le plurilinguisme culturel que vous avez dans votre diversité des langues. Est-ce que ça sera la Hausa? Est-ce que ça sera le Dioula? Pour l'Afrique occidentale, à vous de choisir. Mais vous vous trouverez confronté à ce même problème de savoir quelle langue choisir sans tuer les autres et sans ravaler les autres à un rôle mineur. Voilà un peu. Donc à vous de voir si l'exemple que j'ai présenté pour l'Europe peut être interprété dans votre contexte particulier pour trouver une solution médiane qui permette l'intercommunication en échappant aux langues importées sans tuer la diversité linguistique et culturelle, l'important étant le culturel. Bien, merci. Est-ce que j'ai répondu à votre interrogation? Bien, merci. Donc, on va arrêter là cette table ronde. Merci à tous les intervenants et au public.